Bertrand Millac, qui va venir nous parler de Montpellier, des études prospectives contrôlées. Je ne vais pas vous parler de Montpellier. Apporte-t-elle quelque chose en chirurgie? Et il va dire non, ce qui permettra à Jean Dubousset d'applaudir. Oui, alors en vérité, je me demandais un peu, d'abord je ne suis pas sûr que je vais te remercier Michel de m'avoir sollicité pour faire cette présentation. Et deuxièmement, je me demandais réellement ce que j'allais pouvoir vous dire sur ce sujet avant d'avoir au téléphone Jean, et que m'ayant dit ce qu'il comptait me dire à la fin de ma présentation, ça m'a permis d'anticiper les critiques qu'il était susceptible de formuler. Alors je me souviens, quand j'étais interne, j'ai eu un patron qui me disait, vous savez Mila, tout a été écrit, mais heureusement tout n'a pas été lu. Et je pense que effectivement la rigueur en chirurgie, c'est entre autres d'éviter que ceux qui lisent des articles médicaux ne soient exposés au risque de mourir d'une faute de frappe. Donc à quoi servent les études prospectives contrôlées et apportent-elles quelque chose en chirurgie? Alors, ce qu'il y a de sûr, dans une première étape de raisonnement, c'est que on ne peut améliorer que si on évalue. Tout le monde veut le meilleur, que ce soit les patients par rapport au traitement, que ce soit la société par rapport à l'efficience de nos pratiques, et même la recherche, qu'elle soit fondamentale ou clinique, n'a d'autre souci qu'en permanence d'améliorer les traitements, et donc tout ça passe par une nécessité d'évaluation. Donc la question qui est posée, c'est quelles sont les meilleures méthodes pour évaluer les traitements. Alors, on pourrait dire qu'en chirurgie, il y a quand même une situation qui est une subsidiarité. Tout d'abord parce qu'il n'existe pas d'autorisation de mise sur le marché des opérations chirurgicales, contrairement aux médicaments, et que donc que toute nouvelle technique peut du jour au lendemain se diffuser sans aucune évaluation comparative, et avec comme seul critère soit l'autorité de celui qui l'a promu, soit la notoriété de celui qui l'a promu, soit sa satisfaction, j'en suis content, devenant un argument scientifique de diffusion d'une technique. Et donc, face à cette situation, on pourrait dire qu'effectivement, les études prospectives contrôlées sont peut-être relativement peu utiles en chirurgie, et de fait, quand on constate dans la littérature et qu'on compare par rapport à l'activité médicale, elles sont peu utilisées. Alors, il y a maintenant près de 20 ans, j'avais fait une grande enquête auprès de vous, auprès d'un certain nombre de collègues, près de 300 collègues, pour explorer les moyens avec lesquels ils construisaient leurs convictions ou ils recherchaient une information. Et de fait, il apparaissait que l'expérience personnelle par rapport à tout ce qui pouvait être publié ou communiqué dans les congrès restait pratiquement la voie principale d'accès à une conviction. Et quand on les interrogeait plus précisément sur la façon dont ils considéraient des résultats publiés, c'était pour constater que finalement il s'attachait plus à la réputation de celui qui avait publié qu'à la méthodologie de recherche clinique qui pouvait avoir été utilisée pour évaluer ou pour communiquer le résultat, et enfin arriver derrière la réputation du journal. Donc tout ça fait qu'on voit que peut-être une vision optimiste consisterait à penser que ça a changé depuis, mais enfin on voit que expérience personnelle et place de la méthodologie, tout ça conteste l'intérêt ou la considération portée à la méthodologie randomisée. Cependant, lorsque l'on prend en considération les échelles dites de niveau de preuve dans la littérature scientifique, c'est pour constater que figure aux 2 premiers rangs la méthodologie par randomisation avec groupe contrôle défini par randomisation, et que c'est sur cette méthodologie de recherche clinique qu'on doit appuyer autant que possible la preuve de ce qu'on avance. Et donc, n'en déplaise à Jean Dubousset, l'essai contrôlé par randomisation est la méthodologie de référence pour évaluer l'efficacité d'un traitement. Alors, pourquoi cette méthodologie randomisée? C'est que lorsqu'on évalue un traitement, c'est a priori pour savoir s'il est efficace
et si le résultat observé est la conséquence de l'utilisation du traitement. Et la seule façon que l'on a d'affirmer une causalité, c'est de constituer deux groupes qui ne se distingueront au bout du compte que par le fait que certains ont reçu le traitement et d'autres ne l'ont pas reçu. Et la façon de constituer deux groupes qui soient parfaitement comparables au départ et qui ne se distinguent que par le traitement qu'ils vont recevoir ensuite, c'est la technique par randomisation. Alors, quelques exemples, j'en ai pris qui peut-être vont vous paraître un peu anciens, mais enfin, je pense que dans cette pièce, il y a un certain nombre de gens qui ont été confrontés au traitement de l'hypertension portale. Et vous voyez ici, sur cette analyse statistique qui avait été faite et publiée, que lorsque on compare les résultats en termes efficacité, non-efficacité des traitements médicaux et chirurgicaux de l'hypertension portale, c'était pour constater que selon que la méthodologie était faite par un contrôle historique ou par un contrôle randomisé, le transfert sur Macintosh ayant perturbé la mise en place de la diapositive, je vous prie de m'en excuser. Et donc c'est pour constater que dans la méthodologie randomisée, 6 fois les traitements étaient jugés efficaces contre 14 inefficaces, alors que lorsqu'on utilisait des groupes contrôle historiques, la méthodologie qui est la plus fréquemment utilisée dans les études chirurgicales, c'était pour constater que 12 fois il était considéré comme efficace et 6 fois inefficace. Donc des proportions qui étaient pratiquement inverses dans ces comparaisons. Et quand on va un tout petit peu plus loin, et là j'ai cité les exemples des shunts porte-caves, mais aussi des pontages coronariens, eh bien, où est l'explication? L'explication, elle peut être sur des différences dans les groupes traités. On voit par exemple que sur les shunts porte-caves, eh bien, c'était plutôt mieux d'avoir été inclus dans un essai randomisé en termes de pourcentage de survie à 1 an par rapport aux études historiques rapportées. En revanche, pour les pontages coronariens, on obtenait les mêmes pourcentages de survie à 1 an, quelle que soit la méthodologie utilisée pour l'évaluation. Mais là où c'était caricaturalement différent, c'est dans les études, dans les groupes contrôle, où vous voyez que la façon que les études historiques ont de démontrer qu'un résultat est efficace, ce n'est pas du tout en améliorant le résultat avec le groupe traité, mais c'est en péjorant le groupe contrôle. C'est-à-dire que vous constatez ici que dans une étude randomisée, le groupe contrôle avait 74% de survie à 1 an pour les shunts porte-caves, alors que dans les essais historiques, il n'était qu'un malade sur 3. Même chose sur les pontages coronariens, avec un pourcentage de résultats à 1 an qui était bien plus mauvais dans les groupes historiques que dans les groupes randomisés. Autrement dit, une des explications potentielles des résultats faussement optimistes des groupes historiques, c'est que les groupes témoins ont un résultat bien plus mauvais que ce qu'on devrait attendre. Alors, à quoi ça sert, ces méthodologies randomisées? Bon, j'ai pris quelques exemples. Ici, par exemple, la discussion qui a eu lieu, et vous vous en souvenez tous, notamment les chirurgiens digestifs, sur le fait que les chirurgiens japonais étaient bien meilleurs en matière de chirurgie des cancers gastriques que les chirurgiens du reste du monde, et notamment que les chirurgiens américains. Et vous constatez sur cette analyse de série historique qu'au Japon, on avait des résultats stade par stade qui étaient en survie à 5 ans bien meilleurs que ce qui était rapporté par les États-Unis. Et donc, il était nécessaire, n'en déplaise à Jean Dubousset, de mettre en place quelques études comparatives dignes de ce nom, et c'est ce qui a été fait au travers de 2 essais randomisés, tous les 2 réalisés en Europe, l'essai hollandais étant tout à fait remarquable par sa méthodologie. Et quand on a regardé les résultats de ces 2 essais randomisés, c'était pour constater que le pourcentage de survie à 5 ans était strictement le même, quel que soit entre les 2 techniques de curage comparées, mais qu'en revanche, les techniques les plus agressives en matière de curage avaient des résultats significativement plus mauvais en matière de morbidité et de mortalité. Et donc là, on peut dire que les essais randomisés, dans ce cas particulier, ont évité aux malades un curage inutile et une mortalité post-opératoire. Autre type d'étude qui, je fais référence et je cite avec plaisir un travail qui avait été fait dans les associations de recherche en chirurgie, comparer l'étendue nécessaire d'une exérèse gastrique par rapport à un cancer de l'estomac, où la tendance était assez lourde de passer à la gastrectomie totale rapidement, y compris pour les cancers de l'estomac distaux. Et en fait, ces 2 études réalisées par tirage au sort ont permis de montrer que la mortalité post-opératoire
mais aussi les résultats carcinologiques étaient identiques, et que de conserver une partie de l'estomac pour les cancers gastriques distaux améliorait la qualité de vie. Et donc, la recommandation au terme de ces deux études était de ne faire de résection que distale partielle pour les cancers de l'estomac, à condition qu'ils soient cités à 5-6 cm de la jonction œsogastrique. Un événement en matière de chirurgie digestive notamment a été l'arrivée de la cœlioscopie, et vous vous en souvenez tous probablement, la cœlioscopie a posé beaucoup de questions pour savoir s'il était justifié et raisonnable de l'utiliser en matière de traitement des tumeurs malignes. Et comment résoudre le problème de la légitimité de la technique cœlioscopique dans le traitement du cancer de l'estomac sans passer par des méthodologies comparatives. Et grâce à un certain nombre d'études, 4 essais randomisés notamment pour les cancers du côlon, il a été possible, au travers de ces études randomisées, de démontrer de manière non discutable que les taux de survie à 3 ans étaient strictement identiques selon que les malades étaient opérés de leur cancer du côlon sous cœlioscopie ou par une technique conventionnelle. Même chose pour les résultats pour les cancers du rectum, où vous le voyez ici, les techniques open et laparoscopie avaient des courbes de survie qui n'étaient absolument pas différentes. Alors je termine sur mes exemples en évoquant une méthodologie qui peut paraître la plus sophistiquée mais aussi incroyable aux chirurgiens, c'est ce qu'on appelle les essais en aveugle. Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas bien sûr d'aveugler le chirurgien qui opère, mais d'aveugler ceux qui sont responsables de l'évaluation du critère de jugement. Et donc, par exemple, ici, vous avez une étude comparative par tirage au sort qui a été faite entre chirurgie conventionnelle et chirurgie laparoscopique, et où les malades et la personne qui évaluait les critères de jugement étaient tenus ignorantes de la méthode qui avait été utilisée pour l'opération, par des techniques de pansement un peu sophistiquées, et ce qui fait que lorsque on a vanté dans un certain nombre d'opérations que la chirurgie laparoscopique apportait un confort post-opératoire bien supérieur par rapport à la technique conventionnelle, eh bien cette étude a permis de montrer que dans une méthodologie aveugle d'évaluation post-opératoire, on constatait le même type de récupération post-opératoire pour la douleur, pour les fonctions intestinales et pour les activités que la technique a été open ou laparoscopique. Alors, comme je savais que j'allais avoir... non, c'est pas la peine de rallumer tout de suite. Comme je savais que j'allais avoir un certain nombre de critiques, je vous ai apporté ici, par exemple, une évaluation d'une étude qui comporte l'adhésiolyse, les adhésiolyses sous laparoscopie pour les douleurs abdominales chroniques, et où vous avez ici une évaluation qui a été faite par tirage au sort, avec un groupe randomisé qui a eu sous cœlioscopie une adhésiolyse, et un autre groupe qui a eu une cœlioscopie mais sans adhésiolyse, et les résultats en termes de douleur et les résultats en termes fonctionnels étaient strictement équivalents en post-opératoire. Alors pour faire plaisir à Jean, j'ai également été sur le New England, et je lui ai trouvé une étude sur les minisectomies partielles pour douleur du genou, et où il est montré que lorsqu'on fait avec la même méthode randomisée et une technique aveugle, c'est-à-dire qu'il y a des malades qui avaient juste l'arthroscopie et d'autres qui avaient l'arthroscopie plus ménisectomie partielle, le résultat fonctionnel était strictement le même. Et comme je savais qu'il était très intéressé par la chirurgie vertébrale, j'ai même trouvé un essai randomisé qui lui montre que dans les fractures ostéoporotiques des vertèbres, eh bien le fait de randomiser en aveugle une cimentoplastie de la vertèbre versus pas de cimentoplastie donne strictement le même résultat du point de vue fonctionnel et douloureux. Alors, pour autant, moi je ne veux pas non plus passer pour un ayatollah ou un dogmatique ou un intégriste de l'essai contrôlé randomisé, et c'est déjà fait. Et donc, je vais discuter avec vous des limites bien évidentes que comportent les essais randomisés, et que j'ai résumé sur cette diapositive à 3 notions: la confiance, l'expérience et les préférences. Alors la confiance, la première, c'est qu'il est évident que la méthodologie elle-même de rechercher un consentement et d'obtenir un accord à participer est une source de biais méthodologique. Il est évident que selon les profils de malades, nous n'avons pas la certitude que tous les malades éligibles, c'est-à-dire tous ceux qui auraient dû rentrer dans l'étude, y ont été effectivement entrés. Autrement dit, il y a un premier biais de sélection qui ne vont rentrer dans l'étude qu'un certain nombre de malades pour lesquels on ne pose pas trop de questions pour savoir pourquoi ceux-là sont rentrés, pourquoi on leur a posé la question de savoir s'ils voulaient participer, et pourquoi à d'autres on n'a pas fait la proposition
dans certains cas, on a quelques idées sur les critères qui ont fait qu'on a sélectionné ou pas. Deuxième remarque, c'est que cette information, elle peut être assez sophistiquée, et donc la compréhension de l'information pour obtenir l'accord de consentement va inévitablement, qu'on le veuille ou non, générer des différences qui seront de type social, culturel ou économique dans les groupes que l'on va inclure et que l'on va comparer. Ce qui veut dire qu'au bout du compte, on peut se poser sur un certain nombre d'essais contrôlés publiés. Lorsqu'on ne dispose pas de toutes ces informations complémentaires, on peut se poser un certain nombre de questions sur ce qu'on appelle la validité externe du résultat. En d'autres termes, est-ce que le résultat que l'on montre correspond réellement à la population de malades que je prends en charge? Deuxième remarque qui concerne la confiance, c'est que lorsque l'on constitue un groupe pour une étude randomisée, ce groupe n'est pas un échantillon tiré au sort de la population générale. Quand on fait des sondages pour savoir pour qui les gens vont voter au municipal, c'est par un sondage, par tirage au sort. Quand on fait une étude randomisée, l'échantillon sur lequel va être randomisé le traitement, c'est un échantillon qui est déterminé par des critères que l'on a fabriqués. Autrement dit, on va avoir un groupe fabriqué qui est l'échantillon, et à l'intérieur de cet échantillon, on va tirer au sort traitement A ou traitement B. Ce qui veut dire que le résultat que l'on observe dans l'échantillon de l'étude n'est pas le résultat dans la population générale. Et que pour faire une extension d'un résultat d'étude contrôlée à la population générale, il est nécessaire de rajouter un calcul que l'on appelle un intervalle de confiance à 95%, c'est-à-dire que de dire le résultat que j'ai observé dans cette étude me permet de dire que le résultat que l'on peut attendre entre ces traitements dans la population générale se situe dans cet intervalle de valeur que l'on appelle un intervalle dit de confiance à 95%. Troisième remarque, c'est qu'il se trouve que depuis 6 ans, je suis responsable de l'accréditation des chirurgiens de ma spécialité, et que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, le système d'accréditation est un système de gestion des risques où on demande aux chirurgiens de signaler les événements qui surviennent dans leur pratique, et à partir de l'analyse de ces événements qu'ils signalent, on produit des recommandations qu'ils mettent en œuvre pour améliorer la sécurité et la qualité de leurs soins. Et le fait d'avoir cette expérience depuis 6 ans m'a conduit à prendre conscience que la méthodologie par randomisation a possiblement un défaut, qui est qu'à force d'avoir dit que les résultats étaient restreints à une population sélectionnée, ça a généré de la part des collègues une certaine forme de marginalisation qui dit finalement ces résultats qu'on me donne, c'est les résultats qui sont vrais dans l'étude, mais ce n'est pas les malades que moi je vois tous les jours dans ma pratique. Et donc il faut faire très attention que l'utilisation qu'on fait des niveaux de preuve au travers des méthodologies randomisées ne doit pas avoir comme conséquence tout à fait néfaste de dévaloriser la pratique individuelle. On a trop tendance à dire aux gens, vous savez, les cas particuliers ne font pas les règles générales, donc ce qui vous arrive ne nous intéresse pas. L'accréditation fait exactement l'inverse, leur dire racontez-nous ce qui vous arrive, parce que c'est parce que vous nous le racontez et parce qu'on va l'analyser qu'on va peut-être pouvoir améliorer les choses. Dernier point que j'évoque, c'est les préférences. Quand on avait fait cette étude en 1995 et qu'on cherchait les problèmes qui empêchaient de réaliser des essais contrôlés pour les études chirurgicales, le premier critère qui apparaissait, c'était que c'était la préférence des patients qui était l'obstacle pour obtenir leur accord à entrer dans un traitement randomisé. Je suis prêt à penser que c'était probablement aussi le médecin qui conduisait la préférence du patient. Mais quoi qu'il en soit, s'arrêter à cette préférence, c'est un mauvais procès fait aux essais randomisés, puisqu'il existe aujourd'hui de nombreuses méthodologies qui permettent d'intégrer les critères préférence patient ou préférence chirurgien à l'intérieur d'une méthodologie d'évaluation randomisée. Et c'est des méthodologies assez sophistiquées, peu publiées, mais elles existent et elles sont disponibles. Je conclus sur ces 2 diapositives. Dans un certain nombre de cas, une évaluation randomisée en chirurgie peut être totalement inutile. Si je vois une artère qui saigne, je n'ai pas besoin de randomiser pour savoir si le fait de mettre le doigt ou pas le doigt dessus est utile. Deuxièmement, elles peuvent être inappropriées, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cas où, compte tenu de la valeur qu'on veut mesurer ou du nombre de patients qu'il faudrait inclure dans l'étude pour obtenir un résultat, il sera impossible de mettre en place une méthodologie randomisée. Il y a des cas où elle est impossible.
pour des tas de raisons, notamment, par exemple, on pourrait poser la question aux urologues pour savoir pourquoi il n'y a jamais eu d'essai randomisé pour évaluer la place du robot dans la prostatectomie radicale. Enfin, dans un certain nombre de cas, elle est totalement inadéquate, notamment si elle porte sur un groupe pour lequel le résultat ne sera absolument pas transféré. Et donc, avant de donner la parole à Jean, je répète, au cas où il n'aurait pas bien entendu, que l'essai contrôlé par randomisation est la méthode de référence pour évaluer l'efficacité et la causalité. Il me semble qu'il est plus éthique de tirer au sort un traitement que de donner un traitement qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation. Le problème en chirurgie, c'est que le tempo est problématique. Soit on veut faire très vite un essai randomisé, et à ce moment-là, on vous dit « mais je n'ai pas eu le temps d'apprendre suffisamment les deux techniques ». Et quand vous attendez un petit peu, on vous dit « ah, bah, c'est trop tard parce que j'ai déjà fait mon choix et j'ai choisi cette technique plutôt que l'autre ». Enfin, randomisé ou non, la première qualité d'une évaluation, c'est de ne comporter ni biais de sélection, ni de perdu de vue. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Bertrand. Je savais qu'en demandant à Bertrand Millat de traiter ce problème, il allait le faire à la fois avec une expérience concrète des essais randomisés qu'il a animés ou auxquels il a participé, et deuxièmement, qu'il avait le recul et l'esprit critique nécessaires pour nuancer son propos, ce qui a été le cas. Merci beaucoup. Et maintenant, Jean Dubousset passe à l'attaque. Pas du tout, puisque je lui avais déjà donné les armes en l'ayant téléphoné, en lui disant ce que j'allais dire. J'ai joué un peu le rôle du Mais traître. tu as bien fait. Mais surtout, tu as introduit un orthopédiste au milieu de ce grand panel de chirurgiens digestifs. Oh, puis un neurochirurgien. Ah, heureusement, Jacques était là. Parfait. Et il devait y avoir un chirurgien pédiatrique, mais... Ah ben il y en a des chirurgiens pédiatriques là, hein, ça manque pas, j'en vois plein. Donc voilà. Pourquoi je n'aime pas les statistiques? Ah oui, je commence par la statistique, hein, parce que je n'ai jamais vu dans ma pratique deux patients strictement identiques pour une même pathologie. Donc, au moment où on va le classer dans une case, on le pousse un peu. Et ça vient de mon expérience personnelle, en particulier avec les tumeurs malignes. Quand j'ai introduit la conservation des membres à l'IGR dans les tumeurs malignes, les 20 premiers cas, je les ai opérés, etc., etc., et on ne m'a rien demandé. Mais il y a un grand service de statistique à l'IGR qui fait un étage entier. Et ils m'ont envoyé les 20 premières observations. Chacune était remplie, il fallait travailler hein, pour le remplir. Mais quand on en arrivait à l'acte chirurgical, sur les 20 cas, il y en a quand même 19 que j'ai classés dans autres cas. Alors on ne m'a plus jamais envoyé un seul papier à remplir. On m'a dit non, toi tu n'es pas bon pour la statistique. Alors j'ai été vacciné. Pourquoi je n'aime pas les études multicentriques? Parce que j'ai jamais vu deux malades pareils pour une même pathologie, et surtout parce que moi-même, j'ai constaté que je n'ai jamais exécuté deux fois des gestes strictement comparables pour une chirurgie exérèse de cancer. Orthopédique, mais quand je vous ai entendu discuter l'autre jour pour les cancers œsophagiens, vous avez bien discuté, là, quelle est l'étendue des ganglions dans les tissus mous? Quelles sont vos limites d'exérèse? C'est peut-être toi qui as posé la question, ou je ne sais pas. Mais oui, vous ne savez pas. Quelle est l'exacte étendue avant? Alors après, vous malades différents, chirurgiens différents. Et alors, quand on fait les études multicentriques en chirurgie, pour moi non. Épidémiologie, oui, ça va très bien. Pas de problème. Pourquoi je n'aime pas les méta-analyses? Car je ne connais pas du tout la valeur réelle, médicale et scientifique des papiers avec lesquels ces méta-analyses sont réalisées. Les erreurs, comme tu nous l'as très bien montré, pour d'autres examens biologiques, les erreurs de chaque papier s'ajoutent ou se soustraient. Alors les résultats, moi j'en ai jamais rien appris dans mon expérience personnelle. Alors comment mesurer la rigueur des résultats? Moi je préfère, mais c'est mon point de vue personnel, hein, la comparaison de travaux monocentriques
de 2 ou plusieurs équipes, jugées sérieuses et honnêtes, bien sûr, chacune convaincue de sa technique chirurgicale, de la rigueur avec laquelle c'est fait, de la rigueur avec laquelle la chimiothérapie est faite, et alors on pourrait parler, parce que moi j'ai vu comment sont faites les chimiothérapies variables, etc., on s'ajuste, etc. Bon, bref, et dont les observations et les résultats sont analysés, mesurés par 2 ou 3 observateurs qualifiés complètement indépendants, pouvant venir d'une autre région, d'un autre pays, et eux-mêmes tirés au sort sur une liste. Voilà, ce sont mes idées. Et enfin, tirés au sort. Pourquoi je n'aime pas la randomisation en chirurgie, hein, j'entends bien, hein, je ne parle pas dans les traitements chimiothérapiques, on va essayer cette drogue, pas l'autre, etc. Parce que, pour moi, c'est l'inverse de l'éthique à partir du moment où on demande son autorisation au patient. Et en particulier, quand on demande l'autorisation aux parents. Aux parents. Comment voulez-vous qu'une mère, vous lui dites, on va faire ça, vous choisissez. Hein? On ne peut pas. Si l'enfant s'en tire, très bien, mais s'il meurt, toute sa vie dans sa tête, elle dit, c'est de ma faute. Non, tirer au sort, demander son accord aux parents, non. Pour moi, ce n'est pas éthique. Pour moi, l'éthique, c'est l'honnêteté du chirurgien dans tous ses actes et dans la rigueur qu'il a quand il fait son acte chirurgical. Mais mesurer cette éthique en chiffres, ça me dépasse. Je t'applaudis pour le temps. Bertrand Mia. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Oui. François Richard. Ah ben. Corinne. Ouais, moi, c'est juste un commentaire, parce que c'est vrai, je ne sais pas si d'autres personnes ont été comme moi un peu étonnées de la tournure de l'après-midi avec le mot rigueur qui se transforme en effet en statistique. Et je vois très bien avec le commentaire qui vient d'être fait qu'en fait la rigueur, c'est en effet choisir de prendre des décisions non pas sur des émotions, mais sur une réflexion qui est argumentée par des faits. Quand on dit je vais pas mettre dans un essai, alors que si on fait un essai, c'est parce qu'on n'a pas de preuves et qu'en fait on n'a pas d'argument pour choisir un traitement plutôt qu'un autre. C'est un peu ça. Mais je pense qu'en plus des statistiques et il y a aussi la réflexion, il y a aussi casser les dogmes, il y a aussi faire le choix de faire ces statistiques, de faire de remettre en question ce qu'on nous a appris. Il y a aussi ça c'est aussi ça la rigueur dans l'aspect scientifique du métier. C'est aussi de pas accepter de faire ce qui repose pas sur. Alors le mot est un peu. C'est vous qui l'avez choisi ce mot rigueur, ou il est non, ouais. C'est vrai que c'est difficile de trouver le mot qui adapterait bien pour il est peut-être que vous avez fait exprès qu'il soit pas tout à fait et que quand on pense à ce mot-là pour un chirurgien, on pense tout de suite au geste, voilà, et plus et qu'on s'attendait pas à ce que ça soit de la rigueur dans la réflexion, quoi. François Richard. Je voulais faire quelques réflexions et d'abord féliciter Bertrand Millat pour la clarté de son exposé et lui poser 2-3 questions et faire 2-3 commentaires. Je pense qu'en chirurgie, on a un problème dans la mesure où c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques sur les études randomisées et que parfois le fait de dire on ne peut faire que des études randomisées fait que les gens finissent par plus faire d'études du tout, ni randomisées ni non randomisées. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, enfin on a tous participé aussi, et en urologie notamment, parce qu'on a toute une partie de notre spécialité qui est médicale, à des études randomisées de médicaments. On voit également tous les biais d'ailleurs que tu as montrés et qui existent. Et quand on voit le nombre de médicaments inutiles qui ont fait quand même,
qui ont eu une autorisation de mise sur marché et qui ont eu des études randomisées, méthodologiquement correctes, mais c'était les critères de résultats qui étaient discutables, ça pose aussi question. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'autant il semble facile de faire des études randomisées quand on fait, par exemple, on ouvre et à l'intérieur on fait ceci ou cela, ou en urologie on met une bandelette TVT ou une bandelette TOT, ça pose pas techniquement ni éthiquement vis-à-vis du malade de difficulté puisqu'on utilise un élément ou un autre. Et je pense que quand il y a ces questions-là, la réponse à est-ce que le nouveau traitement est mieux que l'ancien, c'est évidemment les études randomisées, je suis absolument d'accord. On commence à avoir des difficultés en chirurgie quand on a la comparaison entre, par exemple, tu as posé la question, la chirurgie du cancer de la prostate, que ce soit par voie ouverte ou par robot, par rapport à la radiothérapie, ou par rapport à l'abstention. Par exemple, aux États-Unis, ils ont démarré une étude randomisée prostatectomie versus surveillance. Bon, au bout de 80 malades, ils ont arrêté parce que les malades ne voulaient pas aller dans le bras à surveillance. Donc, quand il y a ce premier point, ça pose une difficulté pour faire des études randomisées. Alors, qui n'est pas forcément insurmontable, mais qui n'est pas facile. La deuxième chose, c'est, dans un certain nombre de spécialités chirurgicales, il y a de plus en plus de matériel, de dispositifs médicaux implantables qui arrivent et qui se comparent à des études où il n'y avait pas de matériel médicaux implantable. Là, ça pose aussi un petit peu de problème parce qu'on peut quasiment pas faire d'études versus placebo ou versus puisque c'est difficile de masquer. Autant pour les voies d'abord, je suis d'accord avec toi, on peut masquer. Sinon, c'est un peu difficile. Alors, est-ce que on ne pourrait pas faire, c'est la question que je voulais te poser, quand on ne peut pas ou quand c'est difficile de faire des études randomisées, se baser sur des bases de données, des études de cohorte. Tu posais la question, par exemple, du robot par rapport aux techniques d'avant. Bon, à la pitié, quand le robot est arrivé, on a décidé de faire un robot, on avait mis toutes nos prostatectomies par voie ouverte, elles étaient toutes dans une base de données. Systématiquement, tous les malades opérés, on avait décidé les critères et de façon prospective, on avait les critères. Le jour où on a décidé de faire le robot, on a décidé qu'il y en aurait dans le service 2 ou 3 qui feraient le robot, les autres ça les intéressait pas. Ceux qui avaient un malade qui avait un cancer de prostate le filaient à ceux qui faisaient le robot, et donc tous nos malades ont eu le robot. Donc en gros, alors quand je dis tout, c'est 98%, s'il y a toujours un malade qui n'est pas comme les autres, mais en gros on a eu, à un moment donné, tous les malades étaient prostatectomisés par voie ouverte. Ensuite, quand la Célio arrivait, on a fait la Célio, ils étaient tous prostatectomisés par Célio, et maintenant, ils sont, depuis un certain nombre d'années, tous prostatectomisés par robot. Et comme on a fait de façon prospective, mis un certain nombre de critères, les marches positives, les PSA post-opératoires, etc., c'est des comparaisons historiques, puisqu'on a fait les choses les unes derrière les autres, mais tous les malades et nos recrutements de malades, ils venaient dans le service, les choix thérapeutiques étaient les mêmes. Donc, on sait très bien, par exemple, on sait qu'on a... Merci pour cette expérience. D'accord. Non mais, je voulais poser la question. Ben, la question c'est, est-ce que c'est pas une autre possibilité de le faire? Non, mais c'est un sujet important. À chaque fois qu'on en parle, on répond toujours études randomisées et on fait jamais d'autres études. Or, toutes les autres études peuvent être faites. Donc, quelles sont les alternatives aux études randomisées en chirurgie? Parce qu'on ne répond jamais à cette question. J'ai déjà posé il y a 6 mois une... Sinon, je réponds. Non, quand on ne peut pas faire d'essais randomisés, ce qui peut arriver en chirurgie, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons d'éthique. Ça s'était posé dans le cancer de la partie basse du rectum, entre l'amputation et la résection anastomose. Il n'était pas question sur le plan éthique, quand techniquement on peut faire une résection anastomose, d'aller faire une amputation avec une colostomie définitive au malade. Alors dans ce cas-là, la méthode qui se reproche le plus de l'essai randomisé, et on y revient, c'est l'étude multifactorielle, dans laquelle on inclut parmi les variables explicatives la technique chirurgicale, et c'est ce qu'on avait fait pour le cancer du rectum, et à ce moment-là, on mesure, on regarde si la technique augmente le risque relatif par rapport à l'autre, de récidive, de survie, etc. Je ne sais pas si j'ai...
Oui, alors, pardon, il y a Matillon qui nous fait l'honneur d'être parmi cette assemblée chirurgicale. Enfin, il est presque chirurgien d'honneur. Monsieur le Président, j'espère que vous pardonnerez 2 remarques d'un modeste médecin à cette noble communauté que vous représentez. Donc je voulais faire 2 remarques, parce que les débats m'ont donné l'opportunité de me rajeunir un peu. La première, je voudrais quand même qu'on se souvienne tous que 95% des essais contre les randomisés dans le monde qui ont été publiés, vous savez à quoi ça correspond? C'est des tests de molécules contre d'autres molécules ou placebo. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire une étude en mettant une molécule et en regardant dans 2 groupes de malades si ça marche ou si ça marche pas. Excusez-moi, ce que j'ai compris du métier de chirurgien, c'est un métier noble et que la manière dont vous tenez vos mains et vos doigts a une certaine importance. Alors, deuxième chose, je trouve que le débat est un peu simple des 2 débats qui ont suivi, parce que c'est vrai que l'alternative, est-ce que c'est biostatistique contre la pratique artisanale? Une fois de plus, est-ce que les biostatistiques sont indispensables, mais la clinique et la pertinence de l'objectif clinique est aussi important. Alors, vous avez de très bonnes études biostatistiques qui ne correspondent pas à des hypothèses cliniques intelligentes, et à l'inverse, vous avez de belles idées d'hypothèses cliniques intelligentes qui mériteraient d'avoir un développement biostatistique ou économique. Donc je pense qu'on ne peut, une petite recommandation que je préfère pour les plus jeunes que vous encadrez, il me semble que vous devez en pousser certains, pas tous, à acquérir une aide, enfin je veux dire certains d'entre vous l'ont fait tout seul, mais une aide pour acquérir des outils méthodologiques qui permettront d'aider les collègues à développer ce type d'études. Et ça, il faut le faire chez les plus jeunes, parce que, j'allais dire, c'est plus jeunes qu'on peut apprendre ces techniques-là, qui ne sont pas du tout évidentes pour les chirurgiens. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'était ce que je voulais simplement vous livrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. Il y a une autre question. Oui, Robert. Notre ami Matillon rappelait à notre modérateur une citation de notre maître commun, Lorta Jacob: la statistique, c'est comme la mini-jupe, ça donne des idées, mais ça cache l'essentiel. Je te reconnais bien là. Je ne fais pas de commentaire sur la mini-jupe. Non, je voulais vous donner une idée, mais elle m'échappe là. La dernière remarque que je voulais faire, j'ai trop de respect pour la qualité de ce que vous faites en tant que chirurgien, pour dire, mon cher Michel, que je souhaiterais vraiment, si je peux formuler un souhait, c'est que la présentation que tu as faite initialement, elle soit vraiment limitée à un public de professionnels. Parce que c'est sur ce type d'argument que les technocrates qui nous gouvernent pourraient prendre des décisions à la hache. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon? Oui. Je ne peux pas assister à cette séance sans m'émouvoir avec Bertrand Millat, car nous avons élaboré un rapport à l'Association française de chirurgie sur la lithiase de la voie biliaire principale, avec les bons principes que nous avions d'avoir des critères prédictifs et d'harmoniser nos pratiques. Et à ce moment-là, déjà, nous avions mené des enquêtes prospectives pour savoir ce que voulaient les gens, rétrospectives pour comparer aux résultats. Et le résultat de cela, il était important, mais déjà, nous constations un effet centre. Et curieusement, à Montpellier, il y avait une tentative de réalisation des colonographies péropératoires qui était au-delà de toutes les espérances, parce que Bertrand Millat animait à ce niveau-là une équipe avec la réalisation de la célioscopie, la colonoscopie en célioscopie qui était remarquable. Voilà. Donc, témoignage à notre contribution commune passée à ce beau sujet. Merci beaucoup. D'autres questions?